Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 des Jeudis de l'IUD. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un regard croisé très intriqué entre la direction informatique et le pharmacien de d'Amiens, la direction des finances et le DIM de Lille. Donc, comme d'habitude, nous vous demandons de poser vos questions sur le Q+R. Certaines questions seront répondues en direct et d'autres seront réservées pour les questions en fin de présentation. Donc, vous pourrez, comme d'habitude, retrouver l'ensemble des diapos sur le site Europharmat et révisualiser les vidéos sur notre chaîne YouTube quelques jours après notre webconférence. Alors, sans plus tarder, je vous présente les différents interlocuteurs qui vont prendre la parole au cours du même diaporama. C'est une nouveauté. Donc, Abir Petit, notre collègue pharmacien qui est au CHU d'Amiens, Lucie Duro, qui est responsable plateau technique à la direction des services numériques au CHU d'Amiens, Emmanuel Dudognon, qui est directeur des finances au CHU de Lille, et enfin Didier Tess, qui est médecin responsable de l'information médicale au DIM du CHU de Lille. Arnaud Augry du SNITEM et moi-même assurons la modération. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à nos collaborateurs d'Amiens et de Lille. Est-ce que vous voyez, bonjour à tous, est-ce que vous voyez le diaporama? Alors, merci beaucoup Anne-Françoise. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe lilloise pour l'échange riche que nous avons pu avoir à travers la préparation de cet épisode. Échange, c'est très important parce qu'on va insister dessus le long de la présentation. Et je pense que c'est un atout indéniable dans la réussite de la mise en place de l'IUD dans les systèmes d'information. Alors, on propose, comme l'a dit Anne-Françoise, aujourd'hui de faire une présentation très interactive entre Lille et Amiens. Et donc, je vais pas tarder à passer la parole à donc, Lucie, parce que Lucie est mon interlocutrice aujourd'hui, donc est ma partenaire dans la mise en place de l'IUD dans le circuit des dispositifs médicaux que nous avons engagé au CHU pour répondre à l'arrêté de septembre 2021. Et donc, ensuite, on croisera avec les attentes de DIM et de la DAF de l'État. Donc, on souhaiterait surtout que cette présentation soit très interactive avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Lucie qui va commencer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis ici pour vous retracer un petit peu le contexte de l'IUD et le regard, en tout cas, de l'informatique par rapport à l'intégration de cette nouvelle donnée. Donc, l'IUD nous a été introduit notamment avec la publication du règlement européen 2017. Et nos fabricants donc, ont été soumis à la position de cette nouvelle donnée depuis mai 2021. Au plan d'action nationale qui a été annoncé en 2019 par le ministre de la Santé, notamment par rapport au renforcement de la traçabilité et la sécurisation du circuit des DMI, l'arrêté SMQ DMI 2021 donc, place cette nouvelle donnée en IUD comme élément d'interopérabilité dans les systèmes d'information des établissements de santé. Excusez-moi, Lucie. Il y a juste un parasitage. Tout le monde peut fermer son micro, à part Lucie, bien sûr. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est à partir de 2021 qu'au niveau direction des services numériques, on comprend qu'on doit prendre en compte cette nouvelle donnée et la mettre en place dans nos systèmes d'information. À droite. Donc,
Pour nous, la traçabilité informatisée du circuit des DMI au sein des plateaux techniques opératoires et interventionnels a été déployée au CHU d'Amiens depuis 2007, avec la solution Cdstock, notamment au bloc opératoire. Ça représente chez nous à peu près 70 000 DMI annuels, et aujourd'hui, on a 90% de traçabilité de pause réelle informatique. Donc en 2016, on décide d'entamer un projet d'informatisation de gestion des stocks déportés au sein des plateaux techniques de tous les DM, et donc notamment suite au plan de retour à l'équilibre. Donc la traçabilité complète en salle opératoire et la valorisation médico-économique des coûts relatifs au DM par procédure. Pour cela, donc, on nomme un groupe de 3 pilotes de projet, donc avec un pharmacien, le chef des blocs opératoires et un référent au niveau DSM. On crée un groupe de travail donc, pluridisciplinaire. On essaye d'engager le plus de monde possible au niveau des cadres, des plateaux techniques, des soignants, des référents métiers, des médecins. Et donc, on entame à ce moment-là la définition du besoin et la rédaction d'un cahier des charges qui a duré plus de 2 ans pour un appel d'offres chez nous qui a été publié en 2019. On a fait le choix d'une solution en 2020. Ce projet est toujours en cours de mise en place chez nous, mais on va vous le détailler juste après. Suite à la mise en place donc, de l'application de l'arrêté SMQ DMI 2021, et donc engagé depuis février 2022, création d'un groupe de pilotage en lien avec le RSMQ, l'ingénieur qualité est toujours un référent DSN, et réactivation en fait des différentes réunions, des différents engagements qu'on peut avoir par rapport à ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a le début de la réflexion sur l'intégration de l'IUD dans le circuit des DMI. Le message par rapport à ça, c'est que finalement, quand on a fait l'étude du projet en 2019, on n'avait pas encore intégré cette nouvelle donnée à toute l'étude du besoin qu'on avait fait sur l'informatisation de la chaîne pharmaceutique. De notre côté, donc l'IUD, c'est vrai que ça paraissait un petit peu sorti de nulle part au départ. Donc, on attendait un petit peu des publications ou un guide méthodologique de DGOS par rapport à ça, qui nous donnerait peut-être des normes ou un cadre clair sur lequel s'appuyer. Donc, dans l'attente, c'est vraiment la pharmacie qui nous a engagés à travers les différentes publications, à travers les différentes extractions qu'on devait faire avec eux. Donc, c'est vraiment la pharmacie qui a impulsé fortement ce projet. À notre niveau, c'est vrai qu'on a eu peu de communication officielle au niveau établissement ou DSN sur les obligations de traçabilité de cette IUD et pas vraiment de normes imposées pour les interfaces applicatives. Donc, toujours sous l'impulsion un petit peu de la pharmacie, on a participé aux différents webinaires FAST et c'est vrai que ça nous a permis vraiment d'appréhender et de comprendre l'importance de cette donnée, de mieux la comprendre déjà et du coup de mieux gérer son intégration dans le système d'information sur toute la chaîne. Alors, je vais prendre la parole. Je vais vous expliquer brièvement comment notre circuit a été informatisé donc, depuis 2007 et comment notre système d'information a évolué depuis 2007. Alors, pourquoi 2007? Parce que c'est là où on a commencé à informatiser donc, le circuit des dispositifs médico-implantables. Donc, on a mis en place l'informatisation de tout le circuit à chaque étape du circuit. Donc, depuis la réception à l'API jusqu'à l'arrivée dans le bloc opératoire, la gestion des stocks des DMI au sein du bloc opératoire avec donc les inventaires et les périmés, et puis donc l'informatisation de la traçabilité de pose des DMI en salle opératoire. Alors, pourquoi Cdstock? Eh bien, à l'époque, on avait lancé un appel d'offres et puis à cet appel d'offres, très peu d'éditeurs ont répondu à notre procédure. Et donc, on a choisi Cdstock parce qu'à l'époque, était un des logiciels qui répondait le plus à notre besoin sans développement supplémentaire, c'est-à-dire une solution clé en main qui permet de répondre au circuit de traçabilité à notre organisation depuis la réception jusqu'à la pause, voire dans
l'interface avec le DPI, qui est donc DXCare pour la fiche implant. Et donc, non seulement ça, c'est qu'à l'époque, c'était un des logiciels qui était capable d'interpréter donc les codes barres à la réception, de même en salle opératoire. Et donc, c'est capable également de développer des solutions telles que, par exemple, l'informatisation des indications, donc notamment les indications pour les DMIT et 2A, au sein donc du logiciel de manière à faire une traçabilité sanitaire en temps réel et répondre aux indicateurs du contrat de bon usage. Et de même, on a fait un benchmarking et nos hôpitaux, certains de nos collègues avaient déjà acquis donc cette solution et c'est quelque chose qui nous a complètement rassurés dans cette démarche et d'où l'intérêt pour moi, le partage d'expérience avec les collègues pour essayer de faire avancer les choses. Et puis, à l'époque, Cedistoc, eh bien, il a mis à notre disposition une équipe de pilotage, projet. Ça, c'est très important dans le choix d'un logiciel pour assurer en fait la mise en place. Et cette équipe projet était très réactive et très présente donc sur le terrain. Alors, en 2016, donc, on a eu de la chance puisqu'on a eu une volonté au niveau institutionnel, au niveau de la direction générale, au niveau de la CME, au niveau de la part des chirurgiens, puisqu'ils étaient demandeurs, des chefs de bloc, d'étendre en fait l'informatisation du circuit à tout le périmètre des dispositifs médicaux au sein du plateau technique opératoire et interventionnel pour gérer les stocks déportés dans les arsenaux, à savoir diminuer donc la couverture de stock, optimiser la couverture de stock et la valeur de stock, diminuer donc les périmés et avoir en temps réel une valorisation donc des stocks déportés, notamment par exemple pour répondre donc à la demande des CAC et donc via donc les directions demandées par les directions des finances. Et donc, l'appel d'offres que Lucie vous a présenté, donc on a préparé beaucoup pendant 2 ans. Il était un appel d'offres GHT. Malheureusement, en cours de route, ça a pris du temps parce qu'il a fallu faire un dialogue au sein de nos collègues pour le choix des logiciels. Et ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, pour finir, on a décidé de faire une procédure propre au CHU parce que les autres établissements des GHT n'étaient pas encore mûrs pour intégrer donc cette démarche. Alors, donc, on a fait un choix. Alors pour finir, on avait donc à l'époque, encore une fois, très peu de propositions d'éditeurs. On a eu les éditeurs qui étaient déjà en place, qui ont proposé, qui ont fait une offre, et puis un troisième qui paraissait répondre plus à notre besoin défini, c'est-à-dire la traçabilité de tout le circuit, mais également la traçabilité du coût de l'intervention chirurgicale. Mais le choix a été fait en accord avec la direction de ne pas faire changer de logiciel parce que ça demandait énormément de développement d'interface. Et donc, de ce fait-là, nous avons décidé de garder nos logiciels, les outils que nous avions déjà, à savoir Cedistoc, mais également KLS Group, qui était déjà implanté au sein de l'API, et donc de garder donc ces logiciels et de les adapter en fonction donc de l'évolution que nous avons pu apporter de 2016 par rapport à 2007. Alors, bien sûr, donc le choix s'est fait. Et puis après, en 2020, on voulait tout de suite engager la mise en place. Malheureusement, donc la crise Covid nous a rattrapés. Donc, nous n'avons pas pu engager dans l'immédiat les actions. Eh bien, on a quand même participé à la phase pilote des GOS. On a engagé un premier contrôle des codes barres à la réception PUI. Donc, travail très long et travail très chronophage. Mais également, nous avons commencé à réaliser toutes les cartographies. C'est quelque chose qui a pris beaucoup, beaucoup de temps au sein donc du plateau technique opératoire, c'est-à-dire dans les arsenaux des blocs opératoires et du plateau interventionnel, de manière à informatiser, comme c'est le cas à l'API. Et pourquoi on voulait mettre KLS au plateau technique? Parce que nous avons des préparateurs et on s'est dit, avec la présence des préparateurs, c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner. En 2021, donc là, on s'essouffle complètement. Donc, tous les services impliqués sont essoufflés. On a des difficultés importantes pour concrétiser donc ce chantier.
On a du mal à aussi impulser les travaux avec nos éditeurs qui se sont transformés. Alors, se sont transformés, c'était un bien pour les établissements de santé parce que, je vous dis, en 2007, en 2016, ils présentaient des solutions, mais qui nécessitaient énormément de développement. Mais ils se sont transformés de manière à répondre à un besoin majeur qui est remonté au niveau national. Et donc, pour présenter un maximum de solutions globales et non pas forcément des solutions avec des organisations sur mesure. Donc, ils se sont transformés. Pendant ce temps-là, nous, on n'avait pas de réponse. Et donc, sans parler aussi de la complexité des interfaces aussi donc, à déployer. Et donc, par exemple, le KLS, il est devenu KLS médical. Et puis, CESDIA, par exemple, a été racheté par CGDIM. Alors, en 2022, on a quand même relancé le projet par un intérêt économique, donc tout simplement. Et donc, ce qui nous a aussi aidé, alors pour mettre en place l'idée, c'est cette histoire d'un trajet HS qu'il était obligatoire de remonter depuis mars 2022 par l'IUD-ID. Et donc, c'est quelque chose qui a aussi sensibilisé les directeurs des finances par rapport à ça, parce qu'on n'avait pas les moyens, et on n'a toujours pas les moyens aujourd'hui de faire une extraction automatisée de la liste intra-GHS par l'IUD. Donc, on est obligé de faire ça manuellement. Et donc, Lucie va vous expliquer de quelle manière. Donc, en 2022, on est toujours aujourd'hui, on relance. Et puis, en difficulté toujours, parce qu'on a quand même du mal à impulser encore nos éditeurs. Et puis, on a commencé un deuxième contrôle des codes barres non conforme à la réception à l'API, qui est très long et qui est très chronophage. Donc ici, on va vous parler de notre projet et donc de la solution cible qu'on souhaite mettre en place. Donc aujourd'hui, on a la PUI, les plateaux techniques opératoires interventionnels. On a Mac2, notre Jeff, à la PUI. C'est lui qui va gérer le catalogue. Et on a Gildas PC, donc de KLS, également à la PUI pour la réception. Notre cible, c'est de mettre en place des stocks déportés au plateau technique opératoire et interventionnel, donc toujours sur KLS, et la traçabilité patient au bloc opératoire qui se fait sur nos outils actuels, donc c'est Cdistock. Une fois la traçabilité patient effectuée, on envoie la donnée dans les disquaires, c'est la carte implant, la fiche implant, qui est ensuite envoyée au DMP et au DP. Et puis, depuis nos outils, idéalement, pouvoir faire l'extraction dont on a besoin pour la DAF et la DIM, qui sont les fiches comp, le T2A, l'IUD-ID, l'intra-GACS et les indications. Et puis, bien sûr, le flux retour de réapprovisionnement. Donc, dans notre solution cible, il faut pouvoir avoir une interface avec le référentiel CIO et pouvoir avoir une gestion de l'IUD-ID donc au niveau de la GEF, mais aussi au niveau de Gildas, à tous les niveaux, ainsi qu'au niveau de Cdistock dans la traçabilité. Donc, l'IUD, l'indication. Et bien sûr, donc jusqu'à DXCare et jusqu'à l'extraction au niveau de nos finances. Notre situation en ce jour, c'est celle-là. C'est-à-dire, donc si je me permets de revenir en arrière, voilà, donc ça c'est la solution cible sur laquelle on vous explique qu'on a des difficultés à mettre en place parce que justement, à cause de la multiplication des applications et du fait que l'IUD aujourd'hui n'est pas intégré, donc c'est difficile de pouvoir l'intégrer sur l'ensemble de la chaîne. Donc aujourd'hui, on a juste une interface avec notre Jeff, Mac2. L'IUD, il est intégré dans notre SI uniquement à ce niveau-là. Et donc, on travaille justement pour l'intégration dans notre prochaine version de Gildas et de Cdistock pour qu'ils soient reconnus à tous les niveaux. Et donc, on a à notre niveau aujourd'hui une extraction manuelle des données qui est très chronophage, notamment pour l'intra-GHS, puisque l'intra-GHS, il est référencé par l'IUD que l'on n'a pas aujourd'hui dans nos logiciels. Donc, on est vraiment obligé de faire cette transcodification nous-mêmes. Voilà. Alors, quels sont les attendus de notre DAF avant de donner la parole à Lille et le DIM? Eh bien, au départ, c'était très compliqué, c'était très difficile. Donc, on a fait plusieurs réunions de travail
pour expliquer, pour sensibiliser l'intérêt de l'IUD. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est porté beaucoup aujourd'hui par la PUI, alors par le RSMQ, en lien avec le RSMQ. Mais aujourd'hui, ils commencent à voir maintenant l'IUD comme une opportunité parce que c'est un chantier qui va nous permettre d'avoir une meilleure traçabilité des dispositifs médicaux à chaque étape de la chaîne. Donc, une meilleure traçabilité financière, une meilleure traçabilité sanitaire et donc une meilleure pertinence des soins, une maîtrise des coûts, donc un intérêt économique. Et puis, nous, on va améliorer la remontée en fait des fiches comp aujourd'hui qu'on fait à partir de Cedistock. On fait à partir de Cedistock une extraction de tout ce qui est posé par mois que l'on contrôle et qu'on rajoute les indications manuellement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très chronophage parce qu'il faut veiller à ce que pour chaque type de pause, pour chaque pause, qu'on ait l'indication associée. Donc, nous avons le personnel dédié pour réaliser cette tâche-là. Donc, nous avons des coûts cachés qui aujourd'hui ne sont pas visibles au niveau donc, de la direction. Ils attendent aussi donc, une meilleure traçabilité, une meilleure structuration de cette IUD dans le DPI à travers donc, la fiche implant, à travers donc, la lettre de liaison, mais également donc, une traçabilité automatisée de la liste intra-GHS que nous avons évoquée tout à l'heure, parce que comme Lucille vous l'a dit, on fait aujourd'hui une extraction manuelle avec le risque, s'il n'y a pas de veille, il n'y a pas de vigilance, que par exemple, en mars 2023, je vous rappelle, les systèmes de thrombectomie qui ont été intégrés à cette liste, eh bien, si je n'avais pas transmis les informations à la DSN et je n'ai pas dit attention, il faut intégrer ces dispositifs dans cette liste-là, eh bien, on aurait pu passer à côté. Donc, je rappelle juste que la dernière version de la liste positive intra-GHS, elle date du 11 avril 2023 et que vous pouvez retrouver sur le lien affiché. Je vais passer la parole à nos collègues lillois pour la suite de la présentation. Oui, bonjour à tous et merci pour la transition. Effectivement, ça a été un peu présenté par les collègues d'Amiens, mais on va rentrer un peu plus dans le détail sur la partie à la fois financière et puis information médicale. Donc déjà, on peut commencer par rappeler effectivement l'importance de la traçabilité dès lors qu'on parle de dispositifs médicaux. Et je dirais que c'est un enjeu qui n'est pas seulement économique, bien sûr, mais qui est sanitaire. Donc, quelque part, les planètes s'alignent dès lors qu'il s'agit de dispositifs médicaux et de médicaments d'ailleurs aussi, dans le sens où la traçabilité est à la fois un enjeu sanitaire, mais aussi économique. Donc, forcément, côté direction des finances, on va s'intéresser un peu plus à cet aspect-là, mais c'est important de le rappeler. Alors, pour commencer, d'abord quelques chiffres. Hein, il faut aussi rappeler que les dispositifs médicaux sont évidemment un enjeu économique très important et aussi un poste très dynamique. C'est vrai au niveau national, puisque dans l'ONDAM, les dispositifs médicaux en sus représentent 2 milliards d'euros environ aujourd'hui, et c'est surtout, depuis 2011, 4,5% de croissance moyenne par an. Donc, ça veut dire qu'on est sur des dépenses, tout comme d'ailleurs les médicaments facturés en sus, on est sur des dépenses qui augmentent plus vite que les autres compartiments de l'ONDAM, on le sait, ce qui pose d'autres questions qu'on n'évoquera pas forcément ici, mais en termes de répartition et de régulation de ces dépenses. Pour prendre l'exemple de notre établissement, au CHU Lille, hein, les dispositifs médicaux, c'est 95 millions d'euros par an de dépenses qui représentent en gros un quart des dépenses de titre 2, c'est-à-dire nos dépenses à caractère médical. Donc évidemment, un enjeu très important. Et là aussi, on est sur une croissance de dépenses qui a tendance à être plus soutenue que d'autres dépenses. Donc ça pose évidemment plein de questions. Alors forcément, quand on parle des enjeux financiers liés aux dispositifs médicaux, on a tendance aujourd'hui à d'abord penser aux dispositifs médicaux facturés en sus, hein, pour des raisons évidentes que tout le monde connaît, je pense, autour de la table. Et donc aujourd'hui, cette facturation en sus, comme vous le savez, se fait sur la base du fiche comp. Ça a été évoqué aussi par les collègues d'Amiens avec l'outil et la liste de la LPP qui existe, que tout le monde connaît aussi, je pense, et les autres données qui sont nécessaires pour produire un fiche comp relative au séjour et aux patients. Et cette
cette remontée d'informations et cette production de fiches comp est quand même aujourd'hui déjà un sujet, on peut le dire, qui est loin d'être évident pour les établissements, même s'il y a eu beaucoup de progrès de fait depuis plusieurs années sur ce sujet. Ça reste un process complexe. Voilà, c'est ce que j'évoquais sur la slide, les difficultés qui peuvent être liées déjà aux applications à notre système d'information qui est complexe, on le sait, on l'a vu d'ailleurs avec le schéma juste avant qui l'illustre bien, et puis la question des interfaces qui est toujours sensible, mais aussi ça peut être des difficultés liées à nos organisations internes, par exemple traçabilité interne au plateau technique qui existe et qui est souvent de très bonne qualité, mais qui malgré tout n'est pas une évidence et qui nécessite une démarche continue qualité avec forcément toujours des risques. Donc voilà, des difficultés. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est quand même sur une gestion qui est très chronophage et souvent qui aussi repose sur des rattrapages a posteriori pour arriver à une facturation exhaustive. Donc c'est d'ailleurs coûteux avec parfois des moyens dédiés. Donc ça veut dire qu'on met des moyens pour finalement s'assurer une facturation exhaustive qu'on est tout à fait légitime à attendre, qui n'a rien d'abusif. Il s'agit simplement d'aller, je dirais, recouvrer des recettes qu'on doit récupérer. Et donc, on met aujourd'hui parfois des moyens dédiés. Et comme je le dis, c'est aussi a posteriori, donc ce qui pose des enjeux aussi de trésorerie sur des montants, comme je le disais avant, qui sont loin d'être négligeables. Donc ça, c'est un peu le constat, je pense, qu'on peut faire au niveau des établissements sur la partie vraiment facturation en sus via fiche comp. Alors, la question qu'on peut se poser par rapport à l'IUD, les collègues d'Amiens ont commencé à l'évoquer, mais c'est voilà, est-ce qu'il ne s'agit pas finalement aussi d'une opportunité pour garantir, ou en tout cas pour aller vers une exhaustivité de nos facturations? Je pense qu'on peut dire, en tout cas, et on peut être optimiste, oui, ça pourrait être une opportunité dès lors qu'on est sur une bonne intégration dans notre système d'info. On l'a vu pour l'instant, c'est encore un peu, il y a encore beaucoup de travail à ce titre-là. Et puis, ce qui ira de pair, c'est aussi une évolution de nos process internes. En tout cas, on peut y voir une vraie opportunité. Pour autant, on voit quand même qu'il y a un risque, en tout cas, il y a un point de vigilance à avoir sur le risque d'empilement, je dirais, en tout cas de multitudes de dispositifs techniques et réglementaires qui viendraient coexister en fonction notamment du statut du DM. Et aujourd'hui, on est quelque part un peu là-dessus, en tout cas depuis quelques mois, avec notamment ce nouveau recueil intra-GHS qui s'ajoute finalement au recueil existant, mais justement basé sur l'IUD, ce qui n'est pas le cas, en tout cas aujourd'hui, dans le cadre du fiche compte. Donc on est aujourd'hui, voilà, on semble se diriger pour l'instant vers quelque part une multitude de recueil et de remontée, ce qui, bien sûr, semble risqué en termes de lourdeur, encore une fois, de coûts en gestion, etc. Donc, c'est un point de vigilance. On pense qu'il serait intéressant de se poser la question dès maintenant d'une unicité et pourquoi pas, à terme, d'un outil de remontée unique, y compris comme support de facturation. Et puis, c'est aussi l'occasion de dire, en termes financiers, nous, notre point de vigilance et le témoignage des collègues d'Amiens le montre bien, c'est la lourdeur de ce déploiement de l'IUD et donc les coûts directs, les coûts cachés, en tout cas, de façon générale, le coût pour un établissement que ça peut représenter ce type de projet, à l'heure où on a, comme souvent, une multitude de projets dans les établissements et que la plupart des projets ont, on le sait, des dimensions système d'information. On peut citer d'autres projets dans le champ de la facturation, les projets Symfony par exemple. On peut citer aujourd'hui bien sûr le défi de la cybersécurité. Enfin, en tout cas, les systèmes d'information sont en constante mutation, les projets coûtent cher, les moyens étant pas extensibles. C'est quand même aussi un point de vigilance aujourd'hui pour nous de mettre des moyens sur cette nouvelle obligation qui se rajoute finalement à beaucoup d'autres, qui est l'IUD, même si, comme je viens de le dire, on peut y voir évidemment certaines opportunités. Voilà. J'ajoute aussi, ce n'est pas sur la diapo, mais on peut aussi se dire que l'IUD peut nous permettre en interne, en termes de pilotage, de mieux connaître aussi nos consommations quelque part, d'affiner un peu la connaissance de nos dispositifs médicaux, qu'ils soient facturés en sus ou pas. Derrière ça, il y a aussi peut-être la question des achats, c'est-à-dire une meilleure connaissance de nos DM consommés en interne peut nous permettre aussi peut-être de travailler sur nos politiques achats, pourquoi pas pour les optimiser, notamment dans le cadre des groupements qui existent, qui, on le sait, sur les médicaments, ont fait des très gros
progrès depuis de nombreuses années qui ont permis des gains très importants aux établissements. C'est vrai aussi pour les DM, mais dans une moindre mesure. Donc, à ce titre-là aussi, on peut voir derrière l'IUD peut-être une opportunité pour améliorer notre connaissance et donc optimiser derrière nos politiques achats en matière de DM. Voilà, donc je vais laisser la parole à Didier Tess pour enchaîner sur les questions relatives à l'information médicale. Bonjour. Effectivement, au-delà de l'opportunité économique de facturation, il y a une opportunité aussi en termes d'information médicale et l'intérêt qu'on peut avoir au niveau du DIM. Derrière cela, il y a l'idée quand même de mieux rapprocher la donnée de consommation de la donnée médicale. C'est toujours quand même un enjeu à partir des données soit du DPI ou même des données structurées du PMSI. D'une part, c'est vrai qu'on est toujours dans la recherche de cohérence et d'exhaustivité du codage. Alors là, le codage PMSI, donc entre les actes, en particulier CCAM et les dispositifs médicaux, sert évidemment à la valorisation de l'activité, mais aussi à sa description, à sa bonne connaissance. Donc, on est toujours dans la recherche d'une meilleure connaissance de nos pratiques, de nos activités. Ça, c'est quand même intéressant et on peut imaginer que justement d'avoir des référentiels et une exhaustivité en termes de traçabilité, c'est un enjeu pour justement être en capacité d'analyser nos pratiques et nos activités. On a l'arrivée aussi progressivement dans les établissements d'entrepôts de données de santé qui permettent d'imaginer, de croiser l'ensemble des données et vraiment d'avoir l'information de plus en plus précise. Encore faut-il que les différentes sources d'informations soient exhaustives et qu'on puisse les analyser. Derrière ça, on a aussi, au travers de ça, justement, de l'analyse des pratiques, des activités, l'intérêt, et c'est essentiel, de la sensibilisation médicale dans tout le processus. Et vous le savez très bien qu'il y a un enjeu de sensibilisation médicale, notamment pour aider au recueil dans les blocs opératoires. Donc, on a un intérêt, il faut aussi préciser qu'il y a un intérêt médico-légal, ça, notamment d'informations précises dans les comptes rendus opératoires, mais également en termes de qualité des prises en charge. Et ça, c'est vrai que le fait d'être en capacité d'avoir des données exhaustives et de qualité, des données exhaustives, permet de faire de l'analyse des prises en charge, de faire de l'évaluation. Et ça, évidemment, ça intéresse les services, voire de pouvoir utiliser les données aussi pour des travaux de recherche. Derrière cela, on parle de plus en plus des données de vie réelle, de notre capacité finalement à suivre les consommations, les dispositifs, les effets secondaires et autres, tout ce qui tourne autour de ces consommations, en particulier des dispositifs médicaux. Ça dépasse le champ de l'hôpital, évidemment, le lien avec la ville, la nécessité de traçabilité, et que la traçabilité aille aussi jusque dans le DMP. C'est vrai que c'est des choses qui apparaissent de plus en plus et on le voit notamment là dans les dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique sur la stratégie nationale de santé, d'adapter vraiment nos systèmes d'information pour favoriser l'interopérabilité des bases de données. Donc, il y a vraiment un sujet sur l'utilisation des données de vie réelle et comme outil pour améliorer notre système de santé. Donc, c'est tous ces usages qu'on imagine pouvoir faire avec des données exhaustives bien tracées. C'est vrai que c'est compliqué, mais il y a vraiment un intérêt majeur dans l'analyse des données dans les années à venir, si on arrive justement à mettre en place ce dispositif progressivement. Au-delà de ça, au CHU de Lille, pour revenir sur la partie plutôt facturation, on se rend bien compte de la difficulté. On a la certification des comptes qui nous pousse finalement à procédurer toutes les chaînes de facturation. Souvent, on le fait encore en silo, c'est-à-dire les finances d'un côté, le DIM de l'autre côté, la pharmacie d'un autre. Et là, on a vraiment besoin d'avoir une démarche continue d'amélioration de la qualité parce qu'on est encore beaucoup dans la correction a posteriori pour arriver à une bonne traçabilité, une bonne facturation. Et donc, on essaye de mettre en place, de revoir l'ensemble de la chaîne, de la décrire via un processus commun au service, à la pharmacie, au DIM et aux finances, pour faire de la vraie analyse de risque. À quel endroit, finalement, on a des difficultés, c'est souvent lié à des problématiques d'interface, pour avoir le plus possible la bonne donnée à la source. Et la correction, ça n'a pas une fin en soi. Finalement, il faut
qu'à chaque fois que finalement on fait des corrections a posteriori, en particulier pour la bonne facturation, on cherche des solutions pour améliorer la donnée à la source. On peut imaginer que voilà, l'IUD soit aussi une solution à un moment donné avec son déploiement progressif pour améliorer justement la donnée à la source. Voilà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc les perspectives sont une meilleure maîtrise des coûts. Évidemment, on a bien discuté. On a aussi les enjeux dans l'échelle nationale des coûts. À Lille, on participe à l'échelle nationale des coûts. C'est vraiment un outil, donc au travers de l'analyse qu'on peut en faire de la pertinence des soins. On parle beaucoup aussi d'évolution. Finalement, des financements, Emmanuel va en parler après, on va évidemment vers la qualité, la pertinence dans tous les... Voilà, on a maintenant un sujet qui arrive de plus en plus sur l'analyse des pertinences. Le juste soin, évoquer quand même l'empreinte carbone, c'est aussi un sujet d'actualité que représentent toutes ces consommations. Donc, au-delà de la nécessité de consommer ces dispositifs, de pouvoir quand même suivre ces consommations et voir notre empreinte carbone dans l'établissement si on doit diminuer cette empreinte, c'est important de savoir exactement ce qu'on consomme. Du coup, au-delà de ce qu'on peut suivre actuellement des DM implantables ou en sus, l'enjeu vraiment de pouvoir suivre et tracer et suivre l'ensemble des DM paraît pertinent. Emmanuel, je te laisse. Ouais, pour refaire le lien avec le modèle de financement, effectivement, si on se projette un peu maintenant sur la suite, comme vous le savez sans doute, on se dirige et on nous a annoncé en début d'année une évolution et notamment une sortie, alors sortie sans doute partielle ou une sortie progressive, on ne sait pas, de la T2A, mais en tout cas une évolution de nos modèles de financement sur le champ, notamment MCO. Donc, on va vers des évolutions structurantes et importantes, même si on n'est qu'au début et on va sûrement avoir des travaux dans les prochains mois, voire peut-être les prochaines années, mais en tout cas, on voit bien qu'on se dirige. D'ailleurs, ça avait déjà été quelque part annoncé dans le cadre de Ma Santé 2022, mais on se dirige vers des financements mixtes. Une part sans doute à l'activité qui se maintiendra, mais une dimension dotation populationnelle qui s'est déjà mise en œuvre sur d'autres champs. La qualité qui occupera une place visiblement plus importante, et tant mieux sans doute. Pourquoi pas associée à des résultats de santé publique. Donc voilà, c'est un peu on va dire les tendances qui se dégagent, mais qui devront être déclinées prochainement. Donc derrière ça, et Didier Thès vient d'en parler déjà rapidement, mais on voit quand même l'intérêt qu'il y a sans doute à renforcer la dimension de pertinence. Pourquoi pas pour qu'elle ait un impact en termes de financement. Alors bien sûr, c'est avec des points de vigilance sur la méthode, sur comment on va vers ça, mais en tout cas, il y a sûrement une opportunité à aller vers ce sujet-là. Et donc, ça fait le lien avec notre sujet du jour, et notamment les dispositifs médicaux, mais c'est sans doute aussi pour le champ des médicaments. En tout cas, sur le champ des produits de santé, on se dit qu'il y aura sans doute, quelles que soient les réformes, il y aura sans doute toujours un champ et un périmètre, je dirais, dans l'enveloppe nationale dédiée aux produits de santé. On imagine mal qu'on mette fin aux dispositifs, notamment des listes en sus. Par contre, ça pourrait être l'occasion déjà de les isoler pour ne plus avoir finalement, du fait des augmentations fortes que j'évoquais avant, un impact défavorable sur les autres financements, notamment le financement des séjours. Ce serait intéressant d'avoir une régulation qui soit propre au champ des médicaments et DM, notamment par ce champ de la pertinence. En tout cas, ça peut être une opportunité et peut-être que l'IUD pourra servir cet objectif-là, je dirais, en matière de santé publique. Alors après, c'est un sujet plus large et avec une dimension politique, mais en tout cas, ça nous semble une question qui se pose aujourd'hui et une opportunité dans ces réformes-là qui s'annoncent quand même très structurantes pour les établissements et donc pour lequel le champ de la pertinence mérite vraiment, je pense, une vigilance et en tout cas un intérêt particulier. Donc pour un peu synthétiser en tout cas sur cette partie-là, on voit qu'il y a quand même des intérêts et des opportunités éventuelles, en tout cas possibles derrière le sujet de l'IUD. Mais pour ça, il y a un enjeu majeur vraiment d'avoir un outil qui soit quand même facilitant et que les établissements aient un intérêt à agir. Et à contrario, on craint, ou en tout cas, il faut qu'on évite collectivement d'avoir simplement, je dirais, une contrainte supplémentaire, parce que les établissements n'en manquent pas, une contrainte supplémentaire, et surtout de ne pas avoir un rapport coût-bénéfice, pour prendre une expression qui est commune un peu à tous à l'hôpital, mais un rapport coût-bénéfice qui serait défavorable pour les établissements et au risque de rester un peu au milieu du gué, ou en tout cas d'avoir une réforme
voilà, je dirais, pas vraiment abouti jusqu'au bout. En tout cas, il y a quand même des opportunités et je pense qu'il faut qu'on travaille collectivement en ce sens pour que ce soit, encore une fois, une évolution positive pour les établissements. Je laisse la parole au collègue Damien pour la suite. Donc aujourd'hui, pour revenir un petit peu à nos contraintes et les freins qui sont les nôtres pour la mise en place de l'IUD, j'en avais parlé un petit peu suite à notre schéma, mais c'est notre système d'information qui est très hétérogène. On doit intégrer la donnée dans toute la chaîne pharmaceutique, de la réception au renouvellement de commandes. Et pour chaque logiciel, il est nécessaire d'avoir un lien avec le référentiel CIODM de FAST aujourd'hui. Et puis, on a ce phénomène de lenteur et d'inertie du fait que le projet il a été engagé il y a quelques années et qu'on a du mal à le maintenir, à le cadencer dans le temps, hein, clairement. Les fabricants, déjà, qui ont mis du temps à intégrer l'IUD au code barre, quand on a démarré un petit peu là-dessus, beaucoup de codes barres n'étaient pas lisibles, ou en tout cas, toutes les données n'étaient pas interprétées. C'était déjà un premier frein. La difficulté d'impliquer au sein même de la DSN, car c'est un projet un peu multisecteur, multilogiciel, multiservice, c'est difficile de faire évoluer nos logiciels en même temps. Le groupe projet aussi qui s'est soufflé, les comités de pilotage qui n'ont pas été maintenus dans le temps et qui permettaient quand même de toujours parler du projet, de toujours impliquer les équipes. Ce qu'on se disait finalement avec le recul, c'est que le sujet étant pluridisciplinaire, il est vraiment important qu'il soit porté par l'établissement et non pas par la pharmacie seule, ou voire même un ensemble d'établissements pour confronter les avancements, et puis être plusieurs justement à demander ces évolutions à nos éditeurs. Une certaine latence au niveau des évolutions logicielles, le manque de lignes directrices claires. Donc au début, on est parti en fait pour mettre des petites évolutions sur nos logiciels actuels. On se rend compte aujourd'hui que nos éditeurs ont beaucoup plus intégré les obligations de traçabilité. On va vers des nouvelles versions de nos logiciels demain qui seront déjà beaucoup plus ce que j'appelle IUD compatibles. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on l'a adressé. Je pense que tout le monde n'était pas encore prêt à intégrer cette donnée. Et puis, on en a parlé un petit peu, mais c'est surtout les interfaces qui sont complexes à mettre en place parce qu'on n'a pas vraiment de normes et tout le monde y va un petit peu de son petit développement. Un point qui me semble important, parce qu'on l'a vu avec le Covid, on a réussi à mettre en place des solutions en très très peu de temps. On l'a vu également avec le plan Ségur numérique et l'intégration de l'INS-NIR au sein des logiciels. Où les subventions ont permis à nos éditeurs de se mettre à la page très très rapidement. Alors que pour l'IUD, on n'a pas eu de subvention ou de financement comme le Ségur, qui impulserait nos fournisseurs à s'aligner sur l'intégration de l'IUD. On n'a pas vraiment de normes imposées au niveau des interfaces. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment on va intégrer l'IUD demain en structuré dans le DPI. Et voilà, pour faire évoluer les outils en place, on n'a pas eu de subvention. La difficulté de lecture de certains codes barres, donc ça, on en a parlé aussi, ça a été très chronophage au début, mais on voit quand même qu'on a une situation qui est mieux aujourd'hui. Alors, on a participé à remonter les codes barres défectueux pour faire améliorer les logiciels de lecture de codes barres, mais c'est vrai que ça nous a pris énormément de temps. En tout cas, nos DM n'étaient pas IUD compatibles du tout quand on a commencé à s'intéresser à ces audits de conformité. Alors, au niveau des perspectives et opportunités de notre vision pour demain, l'opportunité de l'IUD, c'est pour la refonte de la chaîne pharmaceutique. Clairement, on a parlé à l'épisode précédent des flux FHIR, qui sont de l'HL7 FHIR. Pourquoi pas, qui nous permettrait d'avoir un flux normé pour l'interopérabilité de cette donnée au travers de nos logiciels. Et ça nous permettrait vraiment de pouvoir intégrer la donnée sur toute la chaîne, à voir, à discuter. On en parle aujourd'hui, il n'y a rien de fait, mais pourquoi pas se diriger vers ce type de format.
Et puis, bien, je vous laisse Et la puis parole. après, donc on en a parlé, hein, les enjeux financiers d'une bonne traçabilité des DMI, j'en reviens là pas là-dessus. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il faut un appui, il faut un pilotage. Et ce pilotage, il est nécessaire qu'il s'appuie sur le service de qualité, sur la direction de la qualité, de manière à avoir une impulsion et une évolution donc vers la sécurisation et vers donc un circuit de qualité. Et donc, ce pilotage, alors il faut qu'il soit mesuré, non seulement que le projet doit être mené d'une façon au niveau de la direction, c'est-à-dire soutenu par la direction, il faut que ça soit un projet d'établissement et surtout, il faut montrer que quand on monte ce projet-là, il est nécessaire de mettre en exergue quels sont les coûts qui peuvent être évités, qu'aujourd'hui, on a du mal à objectiver, c'est-à-dire on peut les montrer, mais on a du mal à les mesurer. Je vous ai dit au cours de la présentation qu'on a une équipe tout entière qui va passer du temps à surveiller si les interfaces passent bien d'un logiciel à un autre. On a une autre équipe qui va veiller à récupérer toutes les fiches de pause manuelles de manière à implémenter nos fiches camp, de manière à envoyer un fichier propre au sein de à la direction des finances. Est-ce que tous ces paramètres-là sont chiffrés? Comment les chiffrer? Les indications qu'on est obligé d'aller chercher manuellement, contrôler donc les CRO, contrôler dans DXCAR le compte rendu opératoire, les lettres de liaison, etc. pour vérifier les indications. Donc, le ratio gain financier par rapport au temps passé, donc c'est quelque chose qui doit être mesuré. Et surtout, donc, les freins des fournisseurs qu'il faut intégrer aussi dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir peut-être en interne une direction ou un pilotage qui soit prêt à mettre en place et à mettre en place donc les mesures nécessaires, eh bien, donc, nous avons toujours ce frein des fournisseurs qui peut nous bloquer pour avancer dans le projet. Alors, la dernière slide, donc les points en suspens. Aujourd'hui, on essaye d'avoir une exhaustivité de lecture des UID, c'est-à-dire est-ce qu'on doit être capable de scanner l'UID à la réception, à l'arrivée dans le bloc opératoire, au sein donc de la salle opératoire, sur toute la chaîne. Eh bien, on est en train de réfléchir. Certains de nos collègues l'ont déjà fait au tag RFID, mais encore une fois, ça nécessitera un appairage, ça nécessitera un rédictage à la PUI. Et donc là, dans ce cas, est-ce que ça serait compatible avec donc l'arrêté, les recommandations de l'arrêté de septembre 2021? Et puis, nous sommes toujours en attente donc des résultats de la phase pilote IUD des GOS. Et on espère vraiment avoir ces résultats parce qu'à travers peut-être ces résultats, ça va nous donner un levier pour nous aider à simplifier aussi nos outils, les systèmes d'information dédiés au circuit des dispositifs médicaux. Mais je vous ai dit au départ, on a eu Cedistoc et qu'à la fin, on a Cedistoc et Gildas. Aujourd'hui, on est dans une phase où on pense même à enlever Cedistoc en salle et pourquoi pas avoir une solution unique de la réception jusqu'à la traçabilité en salle avec un seul outil qui aurait donc une interface avec donc le DPI. Pourquoi pas simplifier le système d'information, mais ce n'est pas évident. Encore une fois, si par exemple j'enlève Cedistoc de la salle, ça veut dire qu'il faut former encore les équipes à un autre logiciel. Est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Et puis, surtout, ces résultats vont nous aider à amorcer la communication et le travail entre nous. Et ça, je vous encourage à le faire. Moi, j'ai de la chance de travailler beaucoup avec Anne-Françoise et puis avec d'autres collègues. Et on partage beaucoup sur l'IUD. Et c'est quelque chose de très riche parce que ça nous permet d'avancer dans notre démarche. Nous sommes aussi en attente de la publication du guide des GOS pour aider les DSN à rendre l'IUD interopérable entre les systèmes d'information. Lucie vous a bien dit qu'aujourd'hui, il manque de normes. Ils ne savent pas comment aller, donc ils ne savent pas comment imposer à nos éditeurs les normes. Et puis, donc, les enjeux des ressources mobilisables. Depuis 2005, on sait que c'est la traçabilité, elle est obligatoire, mais ce n'est pas pour autant
que les directions, on l'a bien dit, qu'ils vont investir pour mettre en place les outils, que ce soit les scanettes par exemple, que ce soit la CIU Fast, que ce soit aussi donc les logiciels, que ce soit la ressource humaine. Je m'aperçois aujourd'hui qu'au manque de ressources, qu'on n'est pas forcément aidé, donc c'est un moyen constant. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et dans le projet qu'il faut monter, il est plus que nécessaire, mais vraiment plus que nécessaire, de montrer à la direction pour justifier et objectiver les coûts cachés, comme on a pu l'expliquer à travers la présentation. Et on vous remercie pour votre attention. On reste à votre écoute. Eh bien, merci aux 4 intervenants pour cette présentation plurielle qui ouvre effectivement la réflexion d'autres perspectives. Je remercie beaucoup Monsieur Dudognon et Didier Tess aussi d'avoir ouvert les perspectives sur la pertinence, sur le financement de demain, bien conscient de l'importance de cette traçabilité. Merci à Madame, à Lucie d'avoir effectivement donné un point de vue très riche informatique et bien sûr à Abir d'avoir animé de façon très concrète et pragmatique ces besoins. Alors on a affiché effectivement la satisfaction, il est important que vous puissiez donner votre point de vue. Alors paradoxalement, mais certainement parce que le sujet était très clair, peu de questions. Alors, je voulais effectivement vous répondre à la question d'Olivier Canon qui insiste sur, je pense que c'est bien Olivier Canon, qui pose la question, mais en fait, la problématique, c'est pas tant l'IUD que l'interopérabilité. Et pourquoi les établissements de santé n'arrivent pas à imposer aux éditeurs que leur application soit interopérable. Alors, c'était tout le sujet de l'épisode 3. Lucie en a également parlé dans son intervention. L'interopérabilité, c'est pas simple. Alors, très, très vite, ce qui était quand même relevé par les éditeurs qui ont témoigné sur l'épisode 3, c'est qu'eux-mêmes étaient un peu en attente puisque la réglementation a du mal, a été mis en place la nouvelle réglementation des DM et on voit qu'on a des dérogations, des retards de l'application, notamment pour les DMI. Ça peut être une des explications, d'avoir des demandes qui soient cohérentes de l'ensemble des établissements. Ça peut être aussi un frein et le coût induit. Et également le fait, et ça a été bien relevé, de manque de recommandations au niveau national. Voilà, donc moi j'invite Olivier à aller revoir l'épisode 3 et puis il trouvera l'ensemble des réponses. Voilà. Donc Arnaud, est-ce qu'il y a une autre question ici? On n'est pas d'autres particulières. On avait un rappel sur la partie IUD et quand est-ce que l'IUD est applicable pour les dispositifs. Est-ce que c'est que pour les dispositifs médico-stériles ou juste pour les dispositifs médico-implantables? Pour rappel, du coup, les obligations en fait, de l'IUD, c'est pour toutes les classes de dispositifs, mis à part en fait, les dispositifs sur mesure. Le rappel a été fait. Une question d'Olivier Canon. Alors, je crois que je me suis trompée d'Olivier tout à l'heure. De dire, est-ce que les IUD peuvent également permettre de mieux caractériser les signalements de rupture de stock au niveau national? Alors, je pense que ça, Arnaud pourrait répondre. Du côté fabricant? Alors, oui. En fait, l'IUD va permettre toute une traçabilité. Donc, on va avoir l'IUD global avec l'ID, c'est-à-dire avec juste les dispositifs. Et dès lors qu'il va y avoir soit un cas de vigilance, soit des cas de rappel, soit des cas de rupture, c'est sûr que c'est cette IUD, cette traçabilité de dispositifs qui pourrait être privilégiée par les fabricants et qui devra être privilégiée par les fabricants pour ensuite derrière remonter ces informations, que ce soit aux autorités compétentes ou aux hôpitaux de santé. Une autre question, pour quand est prévue la publication du guide DGOS? Alors, je sais que notre collaborateur a dû quitter la réunion. C'est vraiment une question qu'on a posée à peu près à tous les épisodes.
D'après ce que nous disait Guillaume, la publication était éminente. Mais on ne peut pas répondre encore à cette question aujourd'hui de façon formelle. Moi, j'avais un peu une question à poser à nos collègues directeurs ou notre collègue Dim, qui se sont fort impliqués, qui ont bonne conscience des impacts de l'application de cette IUD. Ce qu'on voit, c'est que nos collègues nationaux disent qu'ils sont parfois bien isolés dans l'explication, la compréhension et le fait de faire que l'IUD et l'application de la traçabilité soient un problème d'établissement. Qu'est-ce que vous pouvez faire à vos niveaux? Est-ce que vous avez des réseaux pour activer de votre côté une dynamique ou une prise en compte nationale là-dessus? C'est pas un piège, hein. Vas-y, Didier. Non, enfin, moi, je pense que par rapport à ce que je disais, il y a vraiment une réflexion qui débute et qui est vraiment menée sur l'information médicale au sens très large et qu'est-ce qu'on doit recueillir dans nos systèmes d'information. Je pense que là, on a vu une utilisation dans le cadre de la crise Covid de l'information avec un certain nombre de défauts. Donc, il y aura vraiment quelque chose plus global, il me semble, mené par le ministère, au niveau santé publique aussi, pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que la donnée médicale. Et donc, voilà, je pense que peut-être dans ce cadre-là, la donnée finalement de consommation des dispositifs est un vrai sujet. Et donc peut-être qu'au niveau des quelques réseaux d'information médicale, alors c'est vrai qu'on a plus un réseau au niveau des CHU, c'est plus facile parce qu'on est à un nombre plus réduit. C'est un sujet qui commence à rentrer, quoi. Donc peut-être que là, il y a une manière aussi, et les entrepôts de données aussi arrivent, alors dans les gros établissements aussi, mais aussi alors plus pour l'aide au codage dans les plus petits établissements via des outils. Et peut-être que toujours ce dialogue, en tout cas information médicale pharmacie, est encore à renforcer et va peut-être pouvoir se renforcer dans le cadre de cette réflexion générale de qu'est-ce que c'est finalement la donnée médicale dont on a besoin maintenant pour le soin de demain, quoi. Voilà. Comment inciter un peu cette extension du Ségur pour nous aider dans les établissements? Je ne sais pas si vous avez des idées, des leviers. Je pense qu'en tout cas, on peut effectivement y réfléchir et notamment via effectivement les réseaux, enfin, je ne sais pas si c'est des réseaux, mais en tout cas les conférences ou les structures qui existent inter-CHU, mais pas seulement CHU, puisqu'on sait que ça concerne bien évidemment les centres hospitaliers aussi. À la fois par rapport à ce que vous disiez juste avant pour faire finalement de l'IUD et de la conduite du projet une priorité, parce que c'était un peu ça votre demande. Et puis aussi pour que, effectivement, pourquoi pas, il y ait des nouveaux financements, notamment via le Ségur. En tout cas, je pense qu'on peut effectivement y contribuer et faire des propositions en ce sens, notamment au niveau des directeurs des finances. Voilà. Après, ça rejoint un peu ce qu'on disait pendant la présentation sur aussi la difficulté liée à la multitude des chantiers qu'on a et des projets et la question de la priorisation, puisque à la fin, il y a quand même ce sujet-là qui vient. On le voit rien que sur, par exemple, le champ des produits de santé. On a eu aussi tout récemment une autre réforme sur le champ des médicaments avec les ATU et la mise en place des accès précoces, accès compassionnels. Bon, d'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour dire que c'est l'exemple aussi peut-être de changement qui n'est pas forcément, en tout cas pour l'instant, d'une grande simplification. Peut-être que pour les changements à venir sur le DM, on peut, je dirais, en tirer aussi peut-être quelques leçons. Voilà, c'est aussi je dirais, une remarque qu'on peut faire là aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, je pense que dans les établissements, bien sûr que c'est un sujet très structurant, l'IUD, qu'il faut que collectivement, pharmaciens, directeurs, DIM, etc., qu'il faut qu'on porte. Après, on est bien placés tous pour savoir que on a beaucoup d'autres sujets prioritaires. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on disait pendant la présentation aussi, qu'il faut qu'on ait aussi un intérêt à agir. Il faut qu'on puisse aussi nous donner des gages sur
le rapport coût-bénéfice pour que les établissements, en tout cas, n'aient pas tout à perdre, je dirais, ou en tout cas puissent envisager des retombées aussi positives. Pourquoi pas sur la chaîne de facturation. Mais effectivement, sans le ministère, difficile de répondre à ce type de questions. J'en suis bien d'accord. Mais s'il y a une dynamique pluridisciplinaire, ça peut nous aider quand même, en tout cas dans chaque établissement de pouvoir soutenir ce type de projet dans la limite des moyens disponibles, ça va sans dire. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Peut-être Mme Duro? Alors non, j'avais juste une remarque, Anne-Françoise, c'est que pour répondre à M. Dudognon, nous, pharmaciens d'établissements, dispositifs médicaux, c'est vrai qu'on parle beaucoup de médicaments, de risques. On a la certification qui émerge. On a beaucoup de choses à mettre en place. On a quand même un risque médico-légal. Il faut qu'on mette en place des choses sur des fiches implants, sur les lettres de liaison. C'est quelque chose de très… Mais on a l'impression toujours que la priorité, elle est plus pas forcément donnée au dispositif médical. C'est en tout cas mon ressenti aujourd'hui. Hein, et donc, c'est peut-être par moins de connaissances par rapport à ce circuit qui est très compliqué. Mais le constat aujourd'hui, c'est la ressource, les outils, c'est plutôt pour le médicament, plus le médicament que le dispositif médical. Mais en tout cas, je ne sais peut-être pas le lieu de le dire, mais en tout cas, voilà, c'est un ressenti pour moi, personnel. Une dernière remarque, question, est le patient dans tout ça, mais il est bien évident, et ça a été bien souligné dans les interventions, que la première préoccupation, mais pas la seule, reste quand même la sécurité sanitaire. Didier a bien insisté sur le fait que ça dépassait les frontières de l'hôpital, mais qu'on avait vraiment ce lien de la ville, le DMP, pour sécuriser la matériovigilance, le suivi de l'implant, le patient dans sa globalité. Donc, le fait d'avoir une confluence, enfin, un intérêt commun, de faire d'une bonne traçabilité sanitaire, une bonne sécurisation du circuit DMI, également une bonne facturation, ça ne peut être que quelque chose de vertueux. Voilà. Je ne vois plus de questions. Je pense que tout le monde a dû répondre au sondage. En tout cas, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup à la participation toujours active du SNITEM de la DGOS pour la bonne tenue de cette webconférence. Je vais donc clore cette conférence et puis vous donner rendez-vous pour dans 2 semaines, hein, sur un autre point de vue, pour notre dernier épisode, le 5e pour cette saison. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée de travail. Au revoir.